Au matin du 15 juillet 1997, dans la ville de Miami, dans l'État de Floride, aux États-Unis, le célèbre couturier italien Gianni Versace rentre chez lui après son habituelle promenade quotidienne. Arrivé devant la grille de sa maison, il entend quelqu'un derrière lui en train de l'interpeller. Surpris, il se retourne et voit un jeune homme lui faisant face, arme à la main et le tenant en joue. Cet événement allait très vite devenir un fait divers planétaire, tenant la population mondiale en haleine durant des jours. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante mais vraie du tueur en série Andrew Cunanan. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 31 août 1969 dans la ville de National City, dans la banlieue de San Diego, dans l'État de Californie aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance d'Andrew Philip Cunanan. Andrew Cunanan est le cadet des 4 enfants du couple formé de Modesto Cunanan et de Mary-Ann Scilacci. Modesto Cunanan, le père d'Andrew, était soldat dans l'armée américaine et était engagé dans la guerre du Vietnam lors de la naissance du petit Andrew. Sa mère, Mary-Ann, quant à elle, était mère au foyer et plutôt très pieuse. À la naissance d'Andrew, la situation financière de la famille Cunanan n'était pas florissante. En effet, il ne vivait qu'avec la petite solde de premier maître du père Modesto Cunanan. Malgré cela, les parents Cunanan faisaient de leur mieux pour que les 4 enfants ne manquent de rien. D'un point de vue relationnel, de par son métier, Modesto était très souvent absent de la maison et l'éducation des enfants était plutôt à la charge de Mary-Ann, leur mère. Malgré l'absence du père et les moyens limités de la famille, la petite enfance d'Andrew Cunanan est tout ce qu'il y a de plus normal. Andrew était un enfant joyeux et très bavard. En 1975, alors qu'Andrew était âgé de 6 ans, la situation de la famille va radicalement changer. Sa mère, Mary-Ann, hérite d'une somme d'argent conséquente. Cet héritage aura pour conséquence le déménagement de la famille dans une maison plus huppée, typique de la middle class américaine, dans la ville de National City. À la même période, Modesto, le père d'Andrew, décide de quitter l'armée américaine et commence à travailler comme agent de change dans une société de San Diego. Andrew, quant à lui, intègre à cet âge la Bonita Vista School. Dès son entrée à l'école, Andrew se fait remarquer par son intelligence et sa joie de vivre. Ses camarades de classe se rappelleront de lui plus tard comme un enfant aimant attirer l'attention et à aimer être sur le devant de la scène. Ce trait de caractère montrait une réelle et profonde confiance en lui. Un trait de caractère qui ne le quittera pas tout au long de sa vie. Cette confiance en lui et en ses capacités avait grandement été encouragée par son père. En effet, son père Modesto liait réussite professionnelle à la nécessité d'avoir une confiance en soi très forte. Constatant les capacités intellectuelles de son fils, il l'encourage donc sans relâche dans cette voie. C'est aussi dans cette optique qu'il insiste pour inscrire Andrew, alors âgé de 12 ans en 1981, à la Bishop School pour débuter ses études secondaires. Cette école était située dans un quartier aisé de San Diego, nommé La Jolia, et avait une réputation de très haut standing et dans laquelle se côtoyaient les enfants des personnalités les plus riches et influentes de la ville. Andrew, toujours très sûr de lui, s'intègre parfaitement à cette école et continue en parallèle d'avoir des résultats très honorables. Malgré ses apparences, Andrew avait déjà conscience qu'il ne venait pas du même milieu que ses camarades et en avait extrêmement honte. C'est durant cette période de sa vie et son passage à la Bishop School qu'Andrew va commencer à fabuler. Lui qui avait honte de là où il venait et de son passé familial, commençait à mentir sur sa vie et sur ses origines.
Ses camarades de classe se souvenaient de lui comme d'un menteur invétéré, qui passait son temps à changer d'apparence pour s'adapter à certains milieux ou à certains interlocuteurs. Il voulait plaire et se faire remarquer, et faisait tout pour cela. Et cela fonctionnait plutôt bien. Au milieu des années 80, vers l'âge de 14 ou 15 ans, Andrew Cunanan commence à prendre conscience qu'il n'était pas attiré par les femmes, mais plutôt par les hommes. Une orientation qui sera très vite remarquée par ses camarades de classe, qui l'identifieront très vite comme étant homosexuel. Vers l'âge de 17 ans, en 1986, Andrew Cunanan assumait maintenant pleinement son homosexualité et commençait même à fréquenter les bars gays de la ville de San Diego. Il commençait aussi à profiter de son bagou et de sa capacité à s'inventer des vies et des personnages pour fréquenter et sortir avec des hommes plus âgés et riches. C'est vers cet âge qu'il commence aussi à recevoir de nombreux cadeaux de la part de ses prétendants. Des cadeaux très chers, voire des sommes d'argent importantes. Selon les enquêteurs qui travailleront sur le cas d'Andrew plus tard, c'est à cette période qu'Andrew commence à comprendre les bénéfices financiers qu'il pouvait tirer en manipulant les hommes. En 1987, alors âgé de 18 ans, Andrew sort diplômé de la Bishop School et intègre l'Université de Californie à San Diego dans un cursus d'histoire américaine. Tout semblait aller pour le mieux pour Andrew à cette période. Mais comme vous en doutez, les choses vont radicalement changer et Andrew va emprunter une voie qui le mènera dans une spirale fatale. En 1988, Andrew Cunanan, alors âgé de 19 ans, voit son père, Modesto Cunanan, fuir vers les Philippines, le pays dont il était originaire, pour échapper à une condamnation pour fraude et détournement de fonds. Cet événement va profondément marquer Andrew, qui va se promettre de ne jamais manquer d'argent. Cette promesse faite à lui-même va l'entraîner de plus en plus à fréquenter les bars gays de la ville de San Diego, à la recherche d'hommes fortunés, prêt à l'entretenir. Puis petit à petit, cette quête va prendre le pas sur ses autres activités. En 1988, sa mère, Marie-Anne, prend conscience de l'homosexualité de son fils et décide de le confronter. Une dispute violente éclate alors entre Marie-Anne et son fils Andrew. Une dispute durant laquelle Andrew va empoigner sa mère et la jeter contre le mur du salon de la maison. Sa mère s'en sortira, mais aura néanmoins l'épaule luxée. Pour les psychiatres qui étudieront le cas d'Andrew Cunanan plus tard, cet événement montrait l'incapacité d'Andrew à pouvoir maîtriser sa colère. Il était capable de perdre tout contrôle et de perdre la notion de limite entre le bien et le mal en une fraction de seconde. Selon les psychiatres, cela démontre un signe de trouble de la personnalité antisociale caractérisée par un manque de remords et d'empathie. Mis à part cet incident, aucun autre événement marquant n'est à signaler. En février 1989, Andrew Cunanan, alors entièrement focalisé sur ses escapades nocturnes, décide d'abandonner ses études universitaires et quitte l'université de San Diego. Et il décide aussi par la même occasion de quitter San Diego pour aller habiter dans le quartier Castro, dans la ville de San Francisco, en Californie. Le quartier Castro de la ville de San Francisco était considéré comme l'un des centres les plus importants de la culture gay en Californie. Dès son emménagement à San Francisco, Andrew Cunanan va reprendre de plus belle ses virées nocturnes, dans le but de séduire des hommes plus âgés et riches et prêts à l'entretenir. Selon ses amis de l'époque, Andrew Cunanan menait la belle vie. Il réussissait à séduire de riches hommes d'affaires et se faisait entretenir grassement. Il roulait dans une voiture hors de prix, avait des vêtements d'une valeur de plusieurs milliers de dollars et il sortait dans les plus grands restaurants de la ville. Durant cette période, il utilisait sa capacité de caméléon et ses mensonges pour se faire passer pour la personne que son interlocuteur souhaitait. Un soir, il devenait par exemple Andrew de Silva. Un autre soir, il devenait le lieutenant Andy Cummings ou encore Drew Cunningham. Tous ces noms étaient des personnages qu'Andrew adorait jouer pour manipuler. En 1994, Andrew Cunanan fait la rencontre de Norman Blatchford, un homme âgé et très riche. Très vite, Norman Blatchford tombe sous le charme d'Andrew et décide de l'entretenir complètement. Il lui versait chaque mois des milliers de dollars sur un compte qu'il avait ouvert uniquement pour lui et lui donnait accès à tous ses biens luxueux. Pour Andrew Cunanan, cette période correspondait à tout ce qu'il avait jamais rêvé d'avoir. Il n'avait aucun problème d'argent,
sortait continuellement et n'avait pas besoin de travailler. En décembre 1995, Andrew Cunanan fait la rencontre de David Madson, un riche architecte originaire de la ville de Minneapolis, dans un bar branché de San Francisco. Et les deux hommes commencent une relation. Un ami commun aux deux hommes, nommé Jeff Trail, finit par convaincre David Madson que sa relation avec Andrew Cunanan était toxique. Et Madson, convaincu par les arguments de Jeff Trail, décide de mettre fin à sa relation avec Andrew Cunanan en avril 1996 et retourne chez lui à Minneapolis, dans l'état du Minnesota. Andrew déclarera à ses amis que David Madson était réellement l'amour de sa vie et qu'il ferait tout pour le récupérer. Le même mois, Jeff Trail, l'ami de Cunanan, se rendant compte du côté manipulateur de son ami Andrew, décide de s'éloigner de lui et déménage aussi dans la ville de Minneapolis. En septembre 1996, Norman Blatchford, le vieil homme qui entretenait grassement Andrew Cunanan, décide finalement de couper les ponts avec lui, après qu'Andrew lui ait demandé de lui acheter une voiture de sport très coûteuse. Il est fort probable que cette demande lui ait fait prendre conscience que Cunanan n'était intéressé que par son argent. Norman Blatchford, en coupant les ponts, décide par la même occasion d'arrêter totalement de le financer. Et c'est ainsi que dès septembre 1996, Andrew Cunanan se retrouve sans sa principale source de revenus et totalement sans le sou. Après cet événement, Cunanan va plonger dans les drogues et l'alcool et va progressivement aussi plonger dans une dépression profonde. Et le cercle vicieux va commencer pour lui. Dépressif et totalement drogué, il va de moins en moins s'occuper de son apparence et va devenir de moins en moins désirable pour ces fameux hommes riches. Lui qui pensait avoir atteint les sommets se retrouve dans son plus grand cauchemar. Il était à présent sans le sou et indésirable. Selon les enquêteurs qui travailleront sur son cas plus tard, il est probable que durant cette période, et pour survivre, Andrew Cunanan se soit prostitué et ait vendu de la drogue. Selon les psychiatres qui étudieront le cas d'Andrew Cunanan plus tard, il est probable que cette suite d'événements ait entraîné Andrew dans une spirale négative ayant réveillé ses démons et sa violence intérieure. Selon certaines rumeurs datant de l'époque des faits, Andrew Cunanan pensait aussi être atteint du VIH. Quoi qu'il en soit, il semblerait que quelque chose se soit cassé en lui à cette période, le menant à vouloir à tout prix se venger de la communauté gay. Mais n'allons pas trop vite. Début avril 1997, Andrew Cunanan décide de passer quelques jours à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, afin de rendre visite à son ami Jeff Trail, qui avait déménagé là-bas quelque temps plus tôt, et dans le but aussi de rendre visite à son ancien amant, David Madson. Andrew Cunanan arrive donc à Minneapolis le 25 avril 1997. La première journée de Cunanan à Minneapolis se passe très bien. Il rejoint d'abord Jeff Trail chez lui et les deux hommes passent un moment ensemble. Puis en début de soirée, Andrew Cunanan quitte l'appartement de Jeff Trail pour rejoindre David Madson, son ex-amant. Les deux hommes iront dîner ensemble plus tard dans un restaurant branché de Minneapolis, appelé le Nid. Puis les deux hommes finissent la soirée dans un bar appelé le Gay 90s. Puis Cunanan rentre dans l'appartement de Jeffrey Trail, dans lequel il était hébergé. Mais cette nuit-là, Cunanan avait quelque chose en tête. Une obsession. Il était convaincu que Jeff Trail et David Madson entretenaient une relation dans son dos. Aujourd'hui, aucun élément ne permet d'affirmer ou d'infirmer cette intuition d'Andrew Cunanan. Quoi qu'il en soit, celui-ci en était persuadé. Il décide dès le lendemain d'en avoir le cœur net. Le 27 avril 1997, profitant que Jeff Trail soit sorti hors de son appartement, Andrew Cunanan vole l'arme de Jeff Trail et se rend dans le loft de David Madson. À son retour dans l'appartement, Jeff Trail reçoit un coup de téléphone d'Andrew Cunanan, lui disant qu'il avait pris son arme et lui demande de le retrouver dans l'appartement de David Madson afin qu'il puisse le lui rendre. Nous sommes maintenant le 27 avril 1997. Andrew Cunanan venait d'appeler son ami Jeff Trail afin de lui demander de le rejoindre dans l'appartement de leur ami commun, David Madson. Dès l'arrivée de Jeff Trail, Andrew Cunanan décide de le confronter sur sa relation supposée qu'il entretenait avec son ex-amant, David Madson. Et très vite, la discussion s'échauffe et se transforme en une dispute violente. Au bout de quelques minutes de dispute,
à 21h45 précise, Andrew Cunanan, dans une rage noire, se saisit sans aucune hésitation d'un marteau et porte un coup de toutes ses forces sur la tête de Jeff Trail. David Madsen, ayant assisté à la scène, ne bouge pas, paralysé par la soudaineté de l'acte de violence d'Andrew Cunanan. Après avoir reçu le coup de marteau, Jeff Trail s'écroule au sol. Andrew Cunanan s'approche alors de lui et le frappe une nouvelle fois avec le marteau, puis une troisième fois. Jeff Trail succombera à ses blessures sur le coup. Après avoir fini, Andrew Cunanan enroule le corps de Jeff Trail dans un tapis et cache le corps derrière un canapé. Après ce meurtre, et pour une raison inconnue, David Madsen ne va rien faire. Il n'appellera pas la police et n'essaiera pas de fuir. Selon les éléments de l'enquête qui seront dévoilés plus tard, Andrew Cunanan et David Madsen seraient restés 2 jours dans l'appartement contenant toujours le corps de Jeff Trail avant de partir. En effet, des témoins auraient vu les 2 hommes dans l'ascenseur de l'immeuble de l'appartement de David Madsen le 28 avril et d'autres témoins auraient vu les 2 hommes dans la rue le 29 avril. Quoi qu'il en soit, il semblerait que les 2 hommes aient quitté l'appartement le 29 ou le 30 avril 1997. Il est assez difficile de comprendre pourquoi David Madsen soit resté avec Andrew Cunanan après ce meurtre. La famille de Madsen déclara plus tard que Madsen devait sûrement être l'otage de Cunanan, ce qui expliquerait son immobilisme. Quoi qu'il en soit, les 2 hommes prennent donc la route dans la Jeep de David Madsen le 2 mai 1997. Ils seront vus par des témoins le 2 mai au nord de la ville de Minneapolis, en train de déjeuner dans un bar. Ce qui va se dérouler ensuite sera issu des déductions de la police. Après le déjeuner dans le bar, les 2 hommes remontent dans la voiture, puis continuent leur route. Au bout de quelques kilomètres, la voiture s'arrête sur un bas-côté, près des rives du lac Rush, dans le Minnesota. Andrew Cunanan et David Madsen descendent de la voiture et se rapprochent du lac. Au bout de quelques secondes, une dispute éclate entre les 2 hommes et David Madsen se retourne et tente de prendre la fuite. Andrew Cunanan sort alors l'arme qu'il avait volée dans l'appartement de Jeffrey Trail, puis tire une balle dans le dos de David Madsen. Celui-ci s'effondre au sol, face contre terre. Calmement, Andrew Cunanan s'approche ensuite de David Madsen, le retourne et lui tire une balle dans la tête. Après cela, Andrew Cunanan remonte dans la Jeep de David Madsen et prend à nouveau la route. Le corps de David Madsen sera retrouvé 2 jours plus tard par des pêcheurs locaux. À ce stade, les meurtres ayant eu lieu dans des délais très courts et les corps n'ayant pas encore été retrouvés, aucune enquête n'est alors ouverte et Andrew Cunanan est totalement libre de continuer son périple macabre. Le 3 mai 1997, Andrew Cunanan arrive dans la ville de Chicago, dans l'état de l'Illinois. Dès le soir même de son arrivée, Andrew Cunanan fait la rencontre de Lee Miglin, 72 ans, un très riche promoteur immobilier de la ville de Chicago. La raison réelle de la rencontre entre Cunanan et Miglin reste encore inconnue. Selon la police, il est probable que les 2 hommes se soient rencontrés dans un bar gay de la ville, Cunanan cherchant à se prostituer pour se faire un peu d'argent. Quoi qu'il en soit, Miglin invite Cunanan chez lui. Dès leur entrée, Cunanan va frapper Lee Miglin à la tête avant de l'attacher sur son propre lit et de lui envelopper la tête avec du ruban adhésif. S'ensuivra un déchaînement de violence jamais atteint jusque-là. Cunanan va se lever, laissant Lee Miglin attaché sur le lit, puis se dirige vers le garage et récupère un tournevis et une scie à métaux. Il retourne vers Miglin, puis va alors le frapper avec une batte de baseball, lui brisant les côtes sur le cou. Puis Andrew Cunanan va alors poignarder Lee Miglin près de 23 fois avec le tournevis avant de lui couper la gorge avec la scie à métaux. Lee Miglin décédera suite à cette agression. Andrew Cunanan va alors voler de l'argent et des pièces d'or dans la maison avant de récupérer les clés de la voiture de Miglin et de s'en aller. Le corps de Lee Miglin sera retrouvé le lendemain matin par la femme de ménage. Dès la découverte du corps de Lee Miglin et vu son importance dans la ville de Chicago, l'enquête est directement confiée au FBI. Sur place, le FBI va alors tout de suite remarquer que l'aberration
berline Lexus de Lemmy Glynn manquait dans le garage. Ils ont conclu que le meurtrier devait l'avoir volé. Après quelques minutes, les enquêteurs retrouvent la Jeep de David Madson, abandonnée à quelques mètres de la maison de Lemmy Glynn. Les corps de Jeff Trail et de David Madson ayant été retrouvés quelques jours plus tôt, il ne faudra que quelques heures au FBI pour faire le lien entre les 3 meurtres et de désigner Andrew Cunanan comme le principal suspect de ces meurtres. Dès cet instant, un avis de recherche national sera émis à l'encontre d'Andrew Cunanan. Celui-ci sera même inscrit sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Et très vite, une chasse à l'homme se met en place dans tout le pays. Le FBI apprend ensuite que la voiture de Lemmy Glynn que Cunanan avait volée contenait un téléphone. Grâce à ce téléphone, la police réussira à tracer le parcours de la voiture. Ils découvriront très vite que celle-ci se dirige vers l'est en direction de l'État du New Jersey. Pour une raison inconnue, cette information du traçage de la voiture grâce au téléphone réussit à fuiter dans la presse et se retrouve très vite dans toutes les salles de rédaction du pays. Durant son trajet, Cunanan va donc apprendre par la radio qu'il était recherché par le FBI et que son trajet était tracé grâce au téléphone de la voiture. Andrew Cunanan savait à ce moment-là qu'il devait trouver un autre véhicule, et vite. Pendant ce temps, il arrache néanmoins le combiné du téléphone de la voiture et le jette par la fenêtre. Heureusement pour la police, cela ne va pas les empêcher de continuer à le tracer, puisque la base du téléphone était toujours dans la voiture. Bien décidé à changer au plus vite de voiture, Andrew Cunanan repère un pick-up rouge garé près du cimetière national de Finns, dans le comté de Pennsville, dans l'État du New Jersey. Il s'arrête et se dirige vers la maison devant laquelle le pick-up rouge était arrêté. Il frappe à la porte. William Reese, 45 ans, lui ouvre alors la porte de chez lui. William Reese était le gardien du cimetière de Finns. Il était décrit comme un homme joyeux et très gentil. Malheureusement, ce jour-là, il allait faire une rencontre fatale. Après avoir ouvert la porte, Andrew Cunanan lui dit alors s'être arrêté à côté de chez lui et lui dit avoir besoin de passer un coup de fil urgent. William Reese accepte de le faire entrer pour que celui-ci passe son appel. Mais le projet de Cunanan était tout autre. Dès que la porte s'ouvre, Andrew Cunanan sort son arme et tue William Reese d'une balle dans la tête. Il vole ensuite son argent et les clés de son pick-up Chevrolet rouge, puis reprend la route. Le FBI, ayant trouvé la voiture abandonnée de Lemmy Glynn à proximité de la scène de crime, n'aura aucun mal à identifier le meurtrier, de William Reese. Il ne faisait aucun doute. Andrew Cunanan avait encore frappé. Un autre élément viendra ensuite confirmer les soupçons de la police sur l'implication de Cunanan. Après études balistiques, ils découvrent que la balle qui a tué William Reese venait de la même arme avec laquelle David Madson avait été tué. Mais à ce stade, la police avait perdu la trace de Cunanan. En effet, Andrew Cunanan avait changé de véhicule et il ne pouvait plus maintenant le suivre grâce au téléphone de la Lexus. De son côté, Andrew Cunanan continuait son trajet, mais cette fois-ci, il avait changé de direction. Il se dirigeait maintenant vers le sud du pays et plus particulièrement vers l'État de Floride. Andrew Cunanan arrive à Miami, en Floride, le 12 mai 1997. Il avait choisi de se rendre à Miami dans le but de rejoindre le quartier de South Beach. Dans les années 90, South Beach était devenu le quartier gay en vogue aux États-Unis. Andrew Cunanan se savait recherché et pensait pouvoir se fondre dans la masse et passer totalement inaperçu dans ce quartier. Il savait aussi que le pick-up de William Reese devait aussi être recherché. Il le garde donc dans un parking couvert et décide de le sortir le moins possible. Dès son arrivée à Miami, Andrew prend une chambre dans un hôtel défraîchi de South Beach, appelé le Normandy Plaza Hotel. Le plus étonnant est qu'il réserve sa chambre sous sa véritable identité, alors qu'il se sait recherché. Cunanan décide alors de faire profil bas et de ne pas attirer l'attention. Durant près de 2 mois, il va donc se cacher aux yeux de tous sur South Beach. Quand je dis se cacher aux yeux de tous, c'est-à-dire qu'il ne faisait aucun effort particulier pour se grimer. Il restait comme il était, espérant passer inaperçu dans la masse. Durant ces 2 mois, il passe à 2 doigts de se faire attraper à 2 reprises. Une fois alors qu'il déjeunait dans un restaurant de South Beach, un employé pense le reconnaître après avoir vu l'avis de recherche nationale à la télé.
Il appelle la police, mais lorsque les agents arrivent, il avait déjà quitté les lieux. Une autre fois, il est repéré par un maître nageur sur une plage de South Beach. Là aussi, le maître nageur appelle la police, mais Cunanan sera déjà parti à l'arrivée des agents. Le 7 juillet 1997, en total manque de liquidité, Andrew Cunanan se rend chez un prêteur sur gage. Dans le magasin, il met en caution quelques pièces d'or qu'il avait volées dans la maison de Lee Miglin. Là encore, fait assez étonnant, il remplira la fiche de prêt sur gage avec sa véritable identité et inscrira même le nom de l'hôtel dans lequel il séjournait, ainsi que le numéro de sa chambre. Il fera tout cela en sachant très bien que les fiches de prêt sur gage pouvaient être surveillées par la police. C'est comme s'il souhaitait consciemment ou inconsciemment se faire attraper. Mais la police va passer totalement au travers de ces indices et ne trouveront pas sa trace à Miami. Durant cette période de 2 mois de calme, Andrew Cunanan va aussi fréquenter régulièrement et sans se cacher les clubs gays de South Beach et il va aussi ponctuellement se prostituer. Début juillet 1997, une idée commence à trotter dans la tête d'Andrew Cunanan. Il se sentait maintenant supérieur à la police. Il pensait que le temps était venu pour lui de marquer les esprits en faisant un coup d'éclat. Il ne pouvait pas rester un anonyme très longtemps, ce n'était pas sa nature. Début juillet 1997, en marchant sur l'avenue Ocean Drive à Miami, il passe devant la Casa Casuarina au 1616 Ocean Drive. Et soudain, une idée prend forme. Il venait de se souvenir que la Casa Casuarina venait d'être achetée quelques années plus tôt, en 1992, par le célèbre couturier italien Gianni Versace, le fondateur de la marque de luxe Versace. Il venait de trouver son coup d'éclat et va s'atteler dès ce moment-là à préparer et préméditer son futur crime. Au même moment, Gianni Versace se trouvait à Paris pour un défilé de présentation de sa nouvelle collection. Il avait décidé, après ce défilé, de rentrer sur Miami pour prendre quelques jours de congé. Pour Gianni Versace, Miami lui rappelait sa ville natale de Reggio, en Calabre, en Italie, tant au niveau du climat que de l'ambiance qui y régnait. À Miami, il était d'ailleurs considéré comme un véritable enfant de la ville. Celui-ci avait ses habitudes et tout son voisinage l'appréciait. Lors de ses séjours à Miami, il se sentait d'ailleurs tellement en sécurité qu'il n'avait pas de garde du corps sur place, alors qu'il pesait déjà plusieurs milliards de dollars. En effet, lors de ses séjours en Europe ou même à New York, il avait toujours 2 gardes du corps à ses côtés pour le protéger, mais pas à Miami, et c'était son choix. Le 13 juillet 1997, Gianni Versace arrive donc à Miami pour prendre quelques jours de congé. Celui-ci était venu avec son petit ami de longue date, Antonio D'Amico. Dès son arrivée, Gianni Versace reprend ses marques et sa routine quotidienne. Le 14 juillet, il se réveille donc à 8 heures avant de sortir pour rejoindre, à quelques minutes à pied de là, le News Café. Sur place, il achète ses journaux, comme d'habitude, avant de prendre un café et de rentrer chez lui. L'après-midi, il fera un tennis, comme d'habitude, avec son ami Lazzaro Quintana. Il aimait sa routine, elle le détendait. Et le 14 juillet se termine normalement. Puis la journée du 15 juillet 1997 commence. Comme la veille, Gianni Versace se réveille à 8 heures du matin avant de sortir se promener vers le News Café. Sur place, il achète quelques journaux et prend un café avant de se lever et de rentrer chez lui. Arrivé devant la grille de sa maison, il commence à chercher les clés dans sa poche, mais au même moment, il entend quelqu'un l'interpeller derrière lui. Surpris, il se retourne et voit un homme s'approcher de lui, arme à la main et le tenant en joue. Gianni Versace n'a pas le temps de réagir que 2 coups de feu retentissent. Il est touché 2 fois à la tête et est très gravement blessé. Comme vous le devinez, le tireur n'est autre qu'Andrew Cunanan. Après avoir tiré, Andrew, très calmement et devant tous les témoins, range son arme et commence à marcher vers le nord sur l'avenue Ocean Drive. Alertés par les coups de feu, les 2 hommes présents dans la maison, le petit ami de Versace, Antonio D'Amico, et son partenaire de tennis, Lazzaro Quintano, se précipitent à l'extérieur et découvrent Gianni Versace allongé sur les marches, gravement blessé. Un des témoins du crime interpelle les 2 hommes et pointe du doigt la direction que le tireur avait pris pour s'enfuir. Lazzaro Quintano se lance alors à sa poursuite. Andrew Cunanan sent très vite qu'il est poursuivi et se précipite dans un garage à proximité du lieu du crime. Il réussira à s'enfuir en prenant un taxi. Gianni Versace décédera 1 heure plus tard au Jackson Memorial Hospital à Miami. Après que la police et le FBI soient arrivés sur place, très
Très vite, le tireur est identifié par les différents témoins comme ressemblant énormément à Andrew Cunanan. À quelques minutes à pied du lieu du crime, la police découvre aussi le pick-up rouge volé de William Reese. Celui-ci contenait des vêtements et le passeport d'Andrew Cunanan. Il ne faisait plus aucun doute. Andrew Cunanan était le meurtrier. Il ne restait plus maintenant qu'à mettre la main dessus. Le meurtre de Gianni Versace, ce 15 juillet 1997, va faire bien évidemment les gros titres de manière planétaire. La police, sous la pression du public, se devait de réagir rapidement, surtout que le tueur était connu et déjà recherché depuis des semaines. Après le meurtre de Gianni Versace, la police ayant clairement identifié Andrew Cunanan va enclencher une chasse à l'homme de grande envergure dans toute la ville, avec des barrages filtrants et une augmentation des effectifs de la police. Ils vont aussi diffuser en masse la photo de Cunanan. L'enquête de la police les mène alors au prêteur sur gage, qui leur donne la fiche que Cunanan avait remplie au moment de déposer les pièces d'or volées à Lee Miglin. Sur cette fiche, la police découvre le nom de l'hôtel dans lequel Cunanan habitait, l'hôtel Normandy Plaza, et plus précisément la chambre 205. La police se rend sur place, mais bien entendu, Cunanan n'était plus là. Du côté d'Andrew Cunanan, durant sa fuite, il va rentrer par effraction dans un voilier amarré dans un port de plaisance de Miami et y habiter durant quelques jours. Puis le 22 juillet 1997, il repère une maison flottante qui semblait vide. En effet, son propriétaire avait quitté les lieux durant quelques jours. Andrew Cunanan entre alors par effraction dans la maison flottante et s'y cache. Le lendemain, le 23 juillet 1997, le gardien remarque que la porte de la maison avait été forcée. Il rentre et remarque en effet que quelqu'un y habitait. Il se précipite alors à l'extérieur de la maison dans le but de prévenir la police. Dès sa sortie, il entend un coup de feu à l'étage et commence à courir, croyant que la personne dans la maison essayait de lui tirer dessus. Il appelle donc la police. Pour la police, chaque élément suspect se déroulant dans la ville pouvait être associé à Cunanan à cet instant. Pour eux, la déclaration du gardien ne faisait aucun doute. Il s'agissait de Cunanan. La police arrive donc sur place en moins de 8 minutes et encercle la maison et tente de rentrer en contact avec le suspect par l'intermédiaire d'un négociateur, mais n'obtiennent aucune réponse. Ils décident donc de déclencher un assaut. Après une salve de gaz lacrymogène, ils pénètrent dans la maison et commencent à fouiller la maison pièce par pièce. Arrivé à l'étage, il rentre dans la chambre à coucher et tombe sur le corps sans vie d'un jeune homme. Il s'agissait bien entendu d'Andrew Cunanan. Celui-ci avait mis fin à ses jours avec la même arme qui avait servi à tuer Madsen, Reese et Versace. Le périple macabre d'Andrew Cunanan allait donc s'arrêter là et de manière brutale. Cet acte final d'Andrew Cunanan va priver les familles des victimes d'un procès et de réponses permettant un deuil serein. Le parcours d'Andrew Cunanan reste un mystère pour beaucoup. De nombreuses spéculations sont apparues au fil du temps, comme le fait qu'il souhaitait se venger de la communauté homosexuelle, croyant qu'il était atteint du VIH, ou encore qu'il recherchait la célébrité. Mais les véritables raisons d'Andrew Cunanan ne seront jamais réellement connues, puisqu'il emportera ses secrets dans sa tombe en ce 23 juillet 1997. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire d'Andrew Cunanan, ou le parcours d'un homme dérangé, ayant soif de reconnaissance. Une obsession qui causera la mort et la désolation autour de lui. Andrew Cunanan a terrorisé les États-Unis dans les années 90 et est entré au fil du temps dans la culture populaire comme le tueur de Gianni Versace. De nombreux films et séries ont été faits sur lui au fil des ans, mais aucun ne pourra réellement éclaircir le mystère de ce personnage. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.